Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Eli et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Métropolis. Merci, ça fait un bon moment qu'on nous a plus revu sur nos antennes ici à la Super Radio Métropolis Lomé. Ça fait vraiment un bon moment. Ah, oui. Vos analyses nous ont manqué. Et Ildefonse Akpaki, tout d'abord, avant d'entrer dans les grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays, au débat, vous permettez donc de découvrir qu'on puisse découvrir la une de certains journaux. Eh bien, Ildefonse Akpaki, la Gazette du Togo est toujours sur le terrain. La Gazette du Togo s'est rendue au nord, dans la partie septentrionale du pays, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour donc recueillir des informations. C'est ça, d'ailleurs, ce qu'on appelle le métier du journalisme. Eh bien, Ildefonse Akpaki, est-ce qu'on peut avoir un petit ramassis de vos reportages sur le terrain? Tout à fait. C'est vrai que depuis le dimanche surpassé, nous étions, mon adjoint, Rodrigue Aego et moi, nous étions à Dapaon puis à Saint-Cassé. Alors, ce voyage sur le terrain a été programmé depuis parce que, vous savez, nous sommes dans la capitale et des informations nous parviennent du profond du Togo. Alors, nous avons décidé, en tant que premier responsable de la Gazette du Togo, de mettre le cap sur le Grand Nord pour aller toucher du doigt certaines réalités. Dieu merci, nous avons fait le voyage, l'aller comme le retour, sans problème. Nous sommes revenus sains et saufs. Dieu merci. Mais seulement, nous avons découvert beaucoup de choses ahurissantes. Et ce qui nous a amené à dire que ceux qui vivent dans la capitale de Lomé, nous sommes beaucoup plus à l'aise que les populations dans le Togo profond. On vivra peut-être le paradis. Oui, c'est ce que je peux... Oui, c'est la caricature que nous avons faite finalement. Parce que lorsque nous étions à Dapaon, moi j'y étais il y a 4 ans, dans la fièvre du soulèvement qui a fait partir Blaise Compaoré. J'étais de passage à Dapaon et j'ai passé au moins une journée. J'ai visité une école dans un village, Nagré 2, et j'ai été ahuri de ce que je voyais. Mais 4 ans après, la dernière fois, j'ai demandé à mon collègue qu'on fasse encore une enquête de terrain. Une enquête de terrain dans la même école. J'ai retrouvé encore l'école dans cet état-là. 4 ans après. Mais je me suis dit, pourquoi ça doit être comme ça? J'ai vu l'état des routes, j'ai vu l'état des écoles, mais j'ai pu constater que les populations de cette localité-là manquent cruellement d'eau potable. J'ai été ahuri lorsque nous avons décidé de mettre le cap sur un village qui abrite le fleuve Oti. J'ai été ahuri de constater que lorsque nous étions au bord de l'Oti, d'ailleurs en venant, on a rencontré des gens qui portaient sur leur tête des bidons jaunes. Mais comme nous étions encore dans le véhicule, on n'a rien dit. Mais on a remarqué que sur place, là au bord du fleuve, il y avait ces bidons jaunes. Il y avait des femmes qui faisaient leur lessive, il y avait d'autres qui étaient là. Alors, ma première curiosité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait des bidons jaunes. Donc, on m'a répondu que c'était pour recueillir l'eau. Et cette eau-là est buvable. Est buvable ou se boit. Voilà. Mais je ne comprends pas ce paradoxe. La même eau sert à faire la lessive. La même eau, c'est dans ça que les gens se baignent. Mais la plus grande curiosité, c'est que je n'ai pas fini de poser ces questions-là lorsque j'ai remarqué qu'il y avait un troupeau de bœufs qui a foncé tout droit dans le même fleuve. En quête également de se rafraîchir. S'abreuvaient. Et pendant que certains s'abreuvaient, d'autres laissaient leurs excréments dans l'eau là.
Mais je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est des réalités auxquelles nous étions confrontés. On a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai tiré la conclusion selon laquelle est-ce qu'il y a eu, ou bien est-ce qu'il y a dans la localité des gens qui sont proches du pouvoir central? Est-ce qu'il y a des députés? Est-ce qu'il y a des maires? Est-ce qu'il y a, parmi le cercle restreint de ceux qui sont en train de diriger le pays, des natifs de la localité, pour voir, pour constater, pour toucher du doigt ce que nous avons vécu et qui aujourd'hui, moi ça m'a rendu malade. Ce que j'ai vu là, ça m'a rendu extrêmement malade. Voilà pourquoi je vous dis, dans la capitale Lomé, nous devons nous réjouir. Oui, sincèrement. Mais cela prouve à suffisance l'échec de ceux qui régentent ce pays pendant 50 ans. J'ai souligné l'état défectueux des établissements scolaires. Et je souligne d'ailleurs le manque cruel de l'eau. On dit souvent, l'eau, c'est la vie. Lorsque nous ne l'avons pas, nous n'avons pas la vie en nous. Voilà ce que nous avons. Je vais faire l'économie du reste parce que c'est un scoop pour la Gazette du Togo. Vous verrez le reste sur la toile. Eh bien, la Gazette du Togo, bravo à vous qui vous déplacez très souvent sur le terrain pour mener des enquêtes. Eh bien, la Gazette du Togo fêtera son 2e anniversaire le 5 février prochain. Vous nous réservez quoi? Je crois que dans la vie de toute créature, lorsque vous vous rendez compte que il y a l'existence d'un être ou bien d'un esprit suprême qui a fait de vous ce que vous êtes, la première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de rendre grâce au Créateur qui non seulement a fait de vous ce que vous êtes, mais qui a fait que vous êtes peut-être promoteur, vous êtes directeur, vous êtes animateur de ce que vous dites, c'est-à-dire la Gazette du Togo. Alors, 365 jours, c'est vrai qu'il y a eu des dangers, il y a eu des accidents, il y a eu des maladies, il y a eu des choses même que nous ne pouvons pas voir dans l'invisible, qui étaient des choses mauvaises. De tout cela, nous avons été délivrés. Alors, il faut rendre grâce. Il y a une messe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Mais là, l'anniversaire de la Gazette, le 2e anniversaire d'existence, reposerait essentiellement sur 3 émissions que nous voulons faire. Lesquelles? Nous voulons, puisque nous avons débuté d'ailleurs une émission propre à la Gazette qui se nomme 100 langues de bois, nous voulons maintenant faire 3 émissions sur 3 concepts: politique, économie et social. Et ce n'est pas dans le sillage de 100 langues de bois, mais spécial 2e anniversaire de la Gazette du Togo. Vous savez que le Togo, depuis un moment, traverse une période très cruciale de son histoire. Alors, nous irons vers ceux qui maîtrisent ces 3 domaines-là et nous allons essayer de les mettre, ceux qui sont experts en politique, qui peuvent décortiquer les mots politiques dont souffre le Togo, qui feront l'objet d'une émission, ceux qui maîtrisent l'économie togolaise, les finances togolaises seront également sur un plateau, et puis le social. Nous en parlerons tout à l'heure avec toutes ces grognes-là qui sont signalées de part et d'autre. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Et je voudrais saisir l'occasion pour appeler les bonnes volontés à nous soutenir, surtout dans la réalisation de ces 3 émissions-là. Parce que ce qu'il faut faire déplacer, il faut les faire déplacer, il faut le jouer local, il faut mettre les gens à l'aise. Donc, nous lançons un appel à un soutien matériel ou financier à ces bonnes volontés-là.
que les bonnes volontés puissent vous soutenir et surtout que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Eh bien, nous parlons donc de cette grande, si je peux l'appeler ainsi, de cette semaine qui s'annonce plutôt avec de nombreuses revendications d'ordre social. C'est l'alternative de Ferdinand Haïté qui écrit une semaine de mécontentement général au Togo, enseignants dépassés, agents de santé exaspérés, étudiants en colère, l'opposition dans la rue. Et ce matin, déjà, on annonce donc que la coordination des syndicats de l'éducation au Togo démarre une cessation de travail de 72 heures. Et cette coordination réclame bien sûr les primes des enseignants. Les primes des enseignants veulent savoir quelle est exactement la situation de ces primes dans le cadre du statut particulier des enseignants. Ildefonse Akpaki, en dehors des soubresauts politiques que connaît le pays depuis un certain moment, depuis plus de 6 mois, nous voilà donc confrontés également à des situations sociales beaucoup plus tendues. Disons tout simplement que les signaux sont rouges dans le pays. Et les signes avant-coureurs étaient bien prévisibles il y a, je dirais, 2 ans ou 3 ans. Il faut remarquer que la gouvernance pose problème. Si la gouvernance ne posait pas problème, on n'aura pas ces genres de grogne signalés un peu partout. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que lorsqu'il est question de satisfaire les besoins sociaux, le pouvoir et le gouvernement en place trouvent un alibi. Il n'y a pas de moyens, il n'y en a pas pour satisfaire aux besoins. Est-ce qu'il y en a réellement? Mais ce qui choque l'entendement humain, c'est que le même pouvoir et le même gouvernement qui disent il n'y a pas de moyens financiers surtout pour satisfaire à ces besoins-là, curieusement trouvent des moyens pour annoncer l'organisation de 3 élections. On parle des législatives, on parle des locales et puis on parle du référendum. C'est une exigence constitutionnelle, les législatives qui arrivent. Ah, donc satisfaire le droit des citoyens, vous trouvez que ce n'est pas une exigence? Lorsque vous prenez juste... Je ne le dis pas de cette manière. Lorsque vous prenez juste la crise qui secoue le monde de la santé, prenez juste cette crise-là, parce que vous faites allusion au respect des exigences constitutionnelles. La loi exige également dans ce domaine-là, et quand nous prenons la loi fondamentale togolaise, il est dit quelque part que le droit à la santé est un droit acquis aux citoyens. Mais diantre, est-ce qu'il y a le matériel nécessaire aujourd'hui pour permettre à ceux-là qui veulent vous donner le suffrage, lorsqu'ils seront malades, d'aller se faire soigner? Ou bien vous voulez juste qu'on vote pour vous? Lorsque les votants seront malades, vous vous en fichez pas mal. L'analyse est faite. Le secteur de la santé est un secteur qu'on doit revoir. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'argent pour équiper les centres de santé, au moins le centre de référence. Je blaguais en disant à certains amis, sous le règne de feu le général Eyadema, c'est quand les cliniques n'en peuvent pas qu'on envoie directement les malades au CHU. Et on parlait du CHU Tocoin. Mais depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, les gens fuient le centre universitaire qui est un centre de référence pour les cliniques. C'est-à-dire que c'est l'effet contraire. Cela prouve qu'il y a un problème dans ce secteur-là.
Oui, Ildefonse Akpaki, le gouvernement est quand même conscient de ces problèmes récurrents au niveau du secteur de la santé. Et Fornia Singbe a parlé même dans son discours de l'expérience de l'approche contractuelle au niveau des hôpitaux, au niveau du secteur de la santé pour régler un certain nombre de choses. J'ai été... Aujourd'hui, je me réjouis de me trouver devant deux médecins le dimanche passé qui m'ont donné une idée sur l'approche contractuelle. Et c'est lorsque le gouvernement démissionne qu'on procède de la sorte. Ça veut dire que le gouvernement togolais a démissionné. Je vous rafraîchis la mémoire avec cette expérience-là. Il y a quelques mois, il y a quelques années, on nous a parlé d'un Rwandais qui devait normalement prendre la tête de la régie financière de l'État togolais. Je me rappelais que à l'époque, j'étais de ceux qui étaient non seulement scandalisés, mais qui avaient dénoncé cet état de choses parce que... Vous parlez de qui? Je parle de M. Gaperi qu'on avait envoyé pour diriger, ou bien pour... Voilà. C'était scandaleux qu'on confie la régie financière d'un État à un étranger. Un expatrié. C'est inadmissible. Après 50 ans d'indépendance, où lorsque nous voyageons, nous allons en dehors du Togo, on nous dit que celui-là qui est placé à la tête de cette institution internationale, il est togolais, il est si, on n'a pas trouvé de citoyens, de compatriotes togolais, de nationalité togolaise, pour être à la tête même ou pour diriger cette régie-là. La conséquence, c'est quoi? C'est que le contrat qui a été fait avec M. Gaperi n'était pas encore arrivé à terme quand on l'a botté à la touche. C'est la même chose avec ce que le gouvernement togolais entreprend. Ceux qui n'ont pas compris... Entreprend avec cette expérience de l'approche contractuelle. Tout à fait. Non. Je ne l'avais pas compris. Mais Fronia Simbi a dit que l'approche contractuelle dont la phase pilote se fait aujourd'hui au niveau de certains hôpitaux de la région des plateaux a porté ses fruits. Je ne veux pas me moquer du chef de l'État. Ah bon? Je ne voudrais pas le faire. C'est la parole du chef d'État quand même. Non, j'ai constaté que le chef de l'État togolais, des fois, il parle, mais les actes sur le terrain ne sont pas ce qu'ils sont. Je peux le redire, que valent les propos du chef de l'État sans qu'il ne se concrétise. Mais là, ce qu'il vient de dire, je dis que c'est l'échec même de son gouvernement à l'approche contractuelle. Je vous explique que c'est une solution. Le dimanche, non. Donc, ce qui veut dire que l'État a démissionné. La sécurité, l'État a confié, vous savez, non, voudrait confier donc la gestion à des gens qui peuvent... Pas à des gens. Le privé, non. Le privé, non. C'est un État qui prend en charge la sécurité de ses citoyens. Je peux te l'expliquer ainsi. Mais certaines personnes ou certains observateurs, en prenant l'exemple sur d'autres pays, disent que c'est une meilleure solution. Ah bon? Approchez un tout petit peu les médecins, ils vont vous expliquer ce qu'on appelle sécurité de citoyens, des citoyens. C'est pratiquement la même chose que je te dis, ou pratiquement la même chose que je viens de dire avec la gestion du régime d'un État qu'on confie à un étranger. Mais vous confiez la sécurité... Vous pensez que cela sera plus du business que Je ne pense pas que c'est du business. Je ne pense pas. Mais je dis et je martèle que c'est du business. Ce n'est pas possible. Et quand un État se trouve dans ce genre de conditions, comme on me l'a expliqué la dernière fois, c'est que l'État a échoué. C'est ça. Et c'est ce qui, d'ailleurs, provoque aujourd'hui les grognes. Je dis... Mais certaines critiques également accusent les médecins, les praticiens du secteur hospitalier de ne pas remplir leur mission, leur devoir. C'est-à-dire, ils abandonnent les hôpitaux pour aller rester dans leur clinique.
Voilà les accusations portées également à l'égard de ces praticiens. J'étais très heureux de me trouver en face de ces deux médecins Mm. qui n'avaient pas nié ce que vous dites, Mm. mais qui ont dit, mais ce n'est pas une raison pour légitimer l'échec même d'un gouvernement. Si vous mettiez les gens dans des conditions qu'il faut, est-ce qu'ils auront encore l'idée d'aller créer leur propre structure? Si aujourd'hui, vous arrivez dans un État comme la Côte d'Ivoire, qui nous a encore émerveillés, j'ai écouté le président ivoirien, non, plutôt le président sénégalais, qui disait la dernière fois qu'il a supprimé certaines primes pour faire construire un hôpital de haute gamme. Mais attends, est-ce que ce n'est pas faisable? Ici, nous n'en avons pas. Mais la vétusté du matériel, les médecins en ont parlé plusieurs fois. Comment se fait-il qu'un centre de référence n'arrive pas à être doté d'un scanner? Ces médecins également sont accusés de ne pas toujours prendre soin de ces matériels. Ces matériels disent donc le dernier appareil qui avait été acheté vous parlez du scanner. par, je parle du scanner, par l'ancien directeur du CHU. On a parlé du financement de la BIDC à coût de millions ou bien... Mais dites-moi, est-ce qu'on a pu installer cela? Est-ce que cet appareil a fonctionné un seul jour? Pourquoi le chef de l'État n'était-il pas présent le jour-là pour l'inauguration telle que prévue par le protocole d'État? Allez chercher, creuser et vous comprendrez. Qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on peut appeler cette pagaille au niveau même de ce secteur? Je crois que vous parlez d'une démission du gouvernement, mais il faut quand même interpeller tous les acteurs, y compris les praticiens. Mais moi, je ne refuse pas. Mais est-ce que l'État joue son rôle? Est-ce que l'État joue normalement son rôle? Si l'État jouait normalement son rôle, l'État aura l'obligation de mettre au pas. J'ai écouté une expression la dernière fois d'un de ces médecins qui parlait de brebis galeuses. Il faisait allusion au fait que dans tout secteur, il y a toujours des brebis galeuses. Il ne refuse pas. Mais est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut faire pour épurer de l'administration, épurer de tous ces secteurs, ces brebis galeuses? Et essayer de donner le bon exemple lui-même. Mais non. Ça fait combien d'années que les mêmes doléances posées dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, ça fait combien d'années que les mêmes revendications reviennent? Qu'est-ce que le gouvernement en fait? On a, à mon sens, opté pour la politique de l'autruche, la mauvaise foi, le dribble, la duplicité, la fuite en avant et le mensonge à outrance. C'est votre opinion, c'est votre analyse. Non, mais je l'accepte. Je ne dis pas non. Parce que lorsque vous faites l'analyse même de la gouvernance au Togo, vous comprendrez que ça a été toujours la même tactique. C'était toujours la même tactique. Vous prenez le secteur de l'éducation. On convie les gens à la table de discussion. On crée des commissions. Genre, commission, c'est juste pour noyer le problème. On ne trouve pas de solution. L'éducation, on a fait la même chose. Santé, on a fait la même chose. Politique, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on nous parlera de reliquats, de l'APG, mais allez leur poser la question de savoir pourquoi cet accord qui a été signé n'a pas été respecté à la lettre. On vous dira. Et là, il faut accuser personne, mais il faut accuser le chef de l'État. Il faut avoir le courage de le dire. Eh bien, vous m'amenez donc, vous faites la transition vers l'aspect politique de l'actualité politique du pays.
Eh bien, depuis le 19 août 2017, des mouvements politiques réclament le retour à la Constitution de 1992, sa version originelle bien sûr, le vote de la diaspora, le scrutin uninominal à 2 tours, et ceci avec de grandes mobilisations populaires dans les rues du pays. Le dialogue, annoncé par le gouvernement pour traiter de toutes ces questions, reste toujours sans agenda. Pour certains observateurs, c'est l'opposition qui retarde le dialogue avec l'exigence d'un médiateur et de certaines préalables. Votre réaction, Ildefonse Akpaki? D'abord, je l'ai dit à l'entame de l'émission que les signaux sont rouges dans presque tous les secteurs, y compris le secteur politique, si je peux m'exprimer ainsi. Je reviens à la charge. Qui veut le dialogue? Et pourquoi? Qui veut le dialogue? Et pourquoi veut-on le dialogue? Et le pouvoir et l'opposition veulent le dialogue. Mais qui veut le dialogue? Il doit avoir une personne qui veut bien le dialogue. Et pourquoi cette dernière veut le dialogue? Je crois savoir dans mes investigations que c'est le pouvoir togolais qui est allé voir des gens à l'étranger par rapport à la crise qui a commencé par secouer durablement. Et c'est le pouvoir qui a annoncé quand même un dialogue dans les prochains jours. Et ces prochains jours n'arrivent toujours pas. Pourquoi le pouvoir annonce le dialogue? Y a-t-il crise? Fonia Simbia a dit à Tchévier que nous avons la solution à cette crise à l'unir. Fonia Simbia parle donc de crise. Il y a crise au Togo. Ah, enfin, il a parlé. Il sait qu'il a eu une crise. Alors, c'est quoi la source de cette crise-là? Puisque quand on veut essayer d'apporter une solution à un problème, il faut partir de la racine. C'est quoi? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette crise-là? C'est la question qu'on doit se poser. Oui, mais c'est justement la mauvaise foi même de ceux qui dirigent ce pays qui provoque cela. Vous ne pouvez pas signer des accords. Vous ne pouvez pas donner votre parole d'homme d'État et mettre tout cela ou refuser de mettre en pratique ou en œuvre ou bien exécuter ou bien tout ce que vous voulez. Mais il pense à Paki aujourd'hui que le pouvoir demande à ce qu'il y ait dialogue pour traiter de toutes ces questions. Et pourquoi l'opposition est-elle encore des préalables, l'exigence d'un médiateur? Je vais vous poser, ou bien je vais réagir en ce sens. Je ne m'exprime pas en tant que politique, je m'exprime en tant que simple citoyen. Là, la réponse que j'allais vous donner. Les préalables de l'opposition, je prends juste un. La libération des manifestants de l'opposition. Qu'est-ce qui a conduit à l'arrestation de ces militants de l'opposition? On me dira, durant les manifestations, les manifestants se sont mal comportés. Alors, je retourne la question. Ceux que l'armée a tués, qu'est-ce qu'on dit à l'armée? Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours pris un seul exemple. Le jeune innocent Jojo de 9 ans qui revenait tout tranquillement de l'école pour la maison. Il a été fauché par une balle. Les médecins nous ont dit c'est une balle sortie d'une arme de militaire. Qu'est-ce que l'armée cherche? Y a-t-il eu invasion? Alors pourquoi on n'en parle pas? Ces décès-là au sein de l'opposition, tués par des hommes intrigués. Des hommes intrigués ont été également tués selon... Tout à fait. Pourquoi on ne situe pas les responsabilités de part et d'autre? Les enquêtes seraient peut-être en cours. Quelles sont ces enquêtes qui sont toujours ouvertes et qui ne donnent rien du tout? C'est aussi ça ce qui provoque les crises. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, nous étions en pleine journée et puis ça courait dans tous les sens, braquage, au grand marché. Ça crépitait, c'est ça. Ça a crépité. Est-ce que vous connaissez jusqu'aujourd'hui ceux qui ont fait ça? Les enquêtes sont en cours. Oh putain de merde. À l'aéroport. Les enquêtes sont en cours, mon frère. À Fontana. Toujours. À Déticopé. Nous vivons vraiment dans un pays de merde. Ah, là, vous
vous employez, vous usez de la même expression que Oui, Donald Trump. parce que si aujourd'hui je me rends compte que je peux passer tout tranquillement dans la rue et que quelqu'un va pointer son arme sur moi et me tuer, et qu'après tout, on ne lui dira rien, on vit dans un pays de merde. Et c'est bizarrement ce qui amène la crise. Vous avez dit les enquêtes sont en cours. Si nous avons des gens sérieux qui dirigent ce pays, on ne peut pas nous dire que des actes qui ont été posés il y a des années, où les enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités jusqu'à aujourd'hui, elles sont en cours. Mais Vous il est pensez- fort à Baki. Vous ne me direz pas que en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, aux États-Unis, on ouvre des enquêtes sur 5 ans, sur 10 ans peut-être, des fois. Ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Et des fois, ça Baki. Ah oui. Mais quand, par exemple, l'opposition parle de préalable, de l'exigence ou exige un médiateur, est-ce que l'opposition ne pourrait pas aller discuter à ce dialogue de ces préalables? J'ai entendu M. Bawara dire que c'est eux, ils demandent le dialogue, ils ne sont pas en position de faiblesse. Ils vont dialoguer. Ils vont dire quoi? Vous savez, ce qui dérange un tout petit peu au Togo, c'est que vous prenez langue avec des gens qui donnent leur parole, qui même apposent leur signature au bas des accords, des conclusions, mais qui, dans leur tête, au même moment où ils le font, disent, vous ne savez pas, je vous ai vu. Quand vous prenez les 26 dialogues qu'il y a eu dans notre pays, vous remarquerez que ce qui sera dit, si il y aura un 27e dialogue, sera le résumé de tout ce qu'on a eu là, depuis le premier dialogue jusqu'à aujourd'hui. Parce que quelque part, il y a une partie de ces deux-là, opposition et pouvoir, qui a toujours fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre des termes même de ces différents accords et conclusions qu'il y a eu. Et quand vous prenez les choses comme ça, moi je ne peux plus discuter avec toi sans qu'il n'y ait quelqu'un pour constater. Oui, avec l'APG. Mais Gilbert Il y Barra a avait- dit que selon la conclusion de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, la question du médiateur n'a pas été donc ou le médiateur n'a pas été proposé. Je suis bien éduqué pour dire qu'il ment. On ne dit pas à une grande personne ou bien à une personne âgée qu'elle ment. Mais il ment. Et pourquoi n'avons-nous toujours pas ce médiateur? Allez demander à ceux qui veulent le dialogue. Allez leur demander. Parce que je vous ai posé la problématique. Est-ce qu'aujourd'hui on reconnaît qu'il y a eu une crise? Qui est-ce qui veut le dialogue et pourquoi? Parce que des dialogues, j'ai dit, il y en a aujourd'hui 26 que nous comptons. Alors pourquoi encore en faire un 27e si on se rend compte que tout ce qui sera dit est le résumé des 26 passés? Puis attends. Ce qui pose aujourd'hui le problème de préalable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'ont-ils pas raison de voir leurs militants emprisonnés parce qu'ils ont manifesté? Ils ont usé de leurs droits constitutionnels parce que c'est la Constitution qui demande de manifester. Contrairement à ceux qui ont violé cette Constitution-là. Parce que moi, je continue toujours pas le dire. Le rôle régalien Le gouvernement a également dit que ces personnes arrêtées ont commis des actes de vandalisme. Je n'en disconviens pas. Quand on commet un acte de vandalisme, on situe les responsabilités. Mais situer les responsabilités ne veut pas dire qu'il faut s'attaquer à un seul côté. Je vous dis, le rôle régalien de toute armée au monde, c'est la protection de l'intégrité territoriale. C'est ça. Qu'est-ce que l'armée cherche dans les rues de Lomé pour tirer à balles réelles en plus sur des manifestants à main nue ou au main nue? Dites-moi, qui est-ce qui a donné l'ordre à l'armée de faire ça? Je demande s'il y a eu invasion du territoire togolais. Parce que quand il y a invasion, l'armée doit protéger. Parce que sa mission,
c'est la défense et la protection. Ce n'est pas l'assassinat. Voilà pourquoi ceux qui posent aujourd'hui le préalable sont en droit de poser des préalables. Nous parlons de ce que nous avons eu des manifestants ou bien des nôtres qui sortaient de la maison, qui ont dit à leurs parents, je vais manifester, qui ne sont plus revenus. Qu'est-ce qu'on en dit de ceux-là? Qui sont ceux qui ont reçu pour ordre de mettre fin à leur vie? Qu'est-ce qu'on leur fait? Oui, vandalisme. On ne refuse pas. Qu'est-ce que la loi dit quand il y a vandalisme? La loi est claire. Quand vous les arrêtez, vous les présentez devant un juge, il y a un procès, et puis on leur colle un truc. Quand je dis truc, c'est parce que c'est parti dans ma tête. Bon, mais de l'autre côté, c'est situé que vous avez fait du vandalisme, vous avez été arrêté, vous avez été présenté devant le juge, il y a eu un procès, et puis on vous a donné un certain nombre d'années ou bien de temps à faire en prison. Bon, ceux qui ont tué. Certains observateurs vous diront que l'État a fait usage de la force légale. Ah, en tuant, au lieu de protéger. Ah bon, c'est grave ça, ce que vous dites. Hein? Si la mission régalienne est de protéger et de défendre, et que vous tuez, vous ne trouvez pas que vous avez fauté et que vous devez être soumis à la rigueur de la loi? Mais c'est tout le problème au Togo. Parce que ceux qui ont fait le vandalisme sont déjà en prison. Maintenant, ceux qui ont tué, ils sont où? Ceux qui ont donné l'ordre d'appuyer sur la gâchette, ils sont où? Alors, vous voulez me dire que l'État togolais, c'est la politique de 2 poids 2 mesures? Ou bien vous voulez me dire que au Togo, ceux qui dirigent ont opté pour le système de gouvernance qui repose sur la loi du plus fort est toujours la meilleure et on peut tuer impunément tous les citoyens comme bon leur semble. C'est pas possible. Et donc, Ildefonse Akpaki, pas de préalable ou sans le respect ou sans donc ces préalables, l'opposition ne doit-elle pas aller donc au dialogue? Même en temps de guerre, il faut dialoguer. Mais nous allons dialoguer, oui, on parlera de quoi? Moi, je ne dis pas. On parlera de la question des réformes. Le pouvoir togolais parlera encore de réforme. Quand moi j'ai écouté des ministres proches du chef de l'État, du genre de M. Gilbert Bawara, qui ont dit la page des réformes est tournée, ne me dites pas que, excusez-moi de revenir sur un proverbe mina qui dit « Je ne suis pas chien pour avaler mes vomissures ». J'ai écouté des ministres et anciens ministres proches du chef de l'État qui ont dit l'accord est caduc et donc l'APG dont vous parlez là est caduc. Ça peut être considéré aussi comme un discours politique de circonstance. Ah non, mais soyons civilisés politiquement. Hein. Soyons des gens civilisés politiquement. Faisons preuve de fair play politique. Ailleurs, ça ne se fait pas. Les gens ont pensé que le passé ne rattrape pas. Mais c'est bizarre qu'aujourd'hui même, quand tu vas aux toilettes, essaie de voir tout autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui tient un Android. Sinon, tout le monde entier saura que tu es en train de faire un caca noir ou blanc. Ildefonse Akpaki, dans cette incertitude de la tenue d'un dialogue, on note qu'à la Commission électorale nationale indépendante, la machine électorale est mise en marche et les Togolais seront appelés à des consultations électorales dans les prochains jours pour se prononcer sur une nouvelle constitution. Si possible, est-ce dire que l'opposition a encore échoué et que toutes ces mobilisations de plus de 5 mois n'ont pas été productives? Je vais te surprendre. Et je vais peut-être surprendre aussi les auditeurs de mes Allez-y. J'ai eu une confidence d'un membre très haut de la CENI qui me faisait comprendre que ils n'ont même pas de kit. Et que les kits qu'ils ont actuellement sont des kits, ils sont tous datés. Et ils attendent que des kits proviennent de la Guinée. Je pèse très bien mes mots. De la Guinée? Oui. La Guinée d'Alpha Condé? Je dis oui. Aujourd'hui,
Ils n'en ont pas un seul. Mais le ministre Boukessi a dit que tout est fait prêt pour qu'on aille à des consultations électorales. Je te demande d'aller faire des investigations auprès de la CENI. Si nous sommes dirigés par des gens honnêtes, ils vous diront la vérité. Mais, comme vous l'avez dit si bien, nous sommes en politique. Et en politique, les gens ont opté pour le mensonge à outrance. Ça, je le dis. Je l'ai constaté. Quand vous voyez des ministres qui ne sont pas sur le terrain, mais qui envoient des drones, ou vous voyez 1000 personnes qui sont sorties et que le soir, il vous dit 15 personnes sont sorties. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment? C'est du mensonge. C'est des gens qui sont dans de très beaux costumes, mais qui mentent. Je dis, les gens à la CENI ont dit, ils n'ont pas encore de sous, ils n'ont pas de kit, et les kits doivent normalement provenir de la Guinée. Mieux, pour parler d'élection, il sourit en disant, peut-être que c'est après 6 mois qu'on peut en parler. Et donc tout ça, la rime, à quoi? À un langage politique. Et là où je serai d'accord avec vous, parlant du dialogue, c'est que vous ne pouvez pas trouver l'autre comme étant votre protagoniste et que vous deux, vous êtes auteur d'une crise. Vous voulez aller dialoguer et vous demandez qu'il y ait des élections sans consulter l'autre. Fonia Simbi a dit, mais sans consulter l'autre, vous parlez donc de l'opposition, et pourtant l'opposition a été invitée à fournir sa liste pour la Commission électorale nationale indépendante. Dans quelle atmosphère? Dites-moi, dans quelle atmosphère? Il faut savoir tout ça. Je ne dis pas que l'opposition a raison, mais moi je fais mes analyses. Suivant ce que nous vivons au Togo, c'est tout. Lorsque je sais que vous êtes un menteur, pour travailler avec vous, je serai extrêmement méfiant. Juste à quand ira-t-on à la fin de cette crise de confiance qui a toujours envenimé la vie, même l'atmosphère politique togolaise depuis les années 90? J'ai pu comprendre, dans ces pays, surtout africains, dans lesquels je suis passé, j'ai pu comprendre qu'il n'y a qu'un peuple dérangeant qui se fait respecter. Je rappelle, il n'y a qu'un peuple dérangeant qui se fait respecter. Donc, à vous comprendre, à défaut du dialogue annoncé, à défaut du fait que le pouvoir n'est pas d'accord sur la proposition de médiateur, vous pensez qu'il faut maintenir la pression de la rue? La souveraineté appartient à qui, dit-on d'habitude? La souveraineté d'un État appartient à qui? Au peuple. Alors, qui donne cette souveraineté à une personne qu'on choisit? Mais on vous dira que ce n'est pas le peuple qui est dans la rue, que c'est des militants de l'opposition qui sont dans la rue. Ah bon? Dans presque toutes les préfectures, toutes les régions du Togo. Je suis heureux d'avoir passé une semaine dans le Grand Nord et j'ai vu comment le message mobilisateur du Saint-Fort est passé pour un sit-in. Et moi, j'étais au CHR de Dapaon. Ça, c'est l'aspect social. Oui, j'en viens. Je suis en train de faire une analyse. J'ai pu rencontrer des gens dans le bus, dans le car, sur la place publique. J'ai été très ébahi le 24 janvier dernier, quand j'étais encore à Dapaon, où je me rendais à Saint-Cassé. Il y avait une cérémonie de dépôt de gerbes. Moi, je ne savais pas. Et nous étions arrivés à un endroit et la police, ou les policiers, nous déroutaient. Mais lorsqu'on a demandé à comprendre qu'est-ce qui se passait, parce qu'il y avait déjà un attroupement de gens qui vociféraient, qui criaient. Et moi, je suis sorti du véhicule, je suis allé, j'ai demandé, ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Je dis, c'est quelle histoire? Ils sont en train de faire un dépôt de gerbes. Encore quoi? Les gens là, ils nous fatiguent dans ce pays. Et j'ai demandé, mais pourquoi vous vous agitez? Mais c'est quoi? Il faut que ça finisse. Voilà ce que ça produit, les 50 ans de pouvoir de ceux qui rejettent encore l'État togolais. Juste pour vous dire que
dans presque toutes les contrées du Togo, les Togolais en ont marre. Et il n'y a qu'un peu plus dérangeant qui se fait respecter. À vous comprendre, vous souhaitez donc, ou vous pensez que seule la pression de la rue peut venir, donc peut amener à ce que ces revendications posées par l'opposition puissent être satisfaites. Et Ildefonse Akpaki, on le dit, le gouvernement annonce donc des préparatifs pour l'organisation des consultations électorales, même si selon vos analyses ou selon vos enquêtes, rien n'est fait prêt, comme l'annonce le ministre Boukpessi de l'administration territoriale. On sait quand même qu'au niveau du parti au pouvoir, l'UNIR, il y a de fortes mobilisations pour ces prochaines consultations électorales. Après donc le congrès des femmes UNIR, on a connu donc le congrès du mouvement des jeunes unis. Tout récemment, à Kara, c'était donc le congrès des sages du parti UNIR. Tout ceci rentre dans l'organisation, dans les préparatifs des prochaines consultations électorales, sans doute. À quand le congrès des miliciens? Le congrès des miliciens? Oui, parce qu'il y a ça aussi. On a trouvé des gens qu'on a qualifiés des gens qui étaient là pour l'autodéfense, mais qui sont proches du pouvoir. Est-ce qu'il y a une milice au sein de l'instance de UNIR? Je vous laisse faire vos investigations et vous trouverez. Alors, laissez-moi dire juste un mot sur ce que vous venez de dire par rapport au congrès de... Comment vous l'avez dit? Des sages, le congrès des sages. Alors, j'ai pu depuis un moment comprendre que la connotation que nous donnons à certains mots ne sont pas tellement les mêmes avec ceux qui dirigent ce pays. J'ai pu comprendre que la paix dont nous parlons au Togo a finalement un autre sens. Lorsque je me suis rendu compte que c'est un mot de 4 mots, ce qui veut dire que ce que nous disons, ce que nous appelons paix, et que tout le monde sait que c'est comme ça on l'écrit, et tout le monde sait très bien aussi que la paix, c'est l'absence de brutalité, de violence, et patati patata, n'est pas celui dont parle ceux-là. Lorsque vous parlez de sagesse, ce que je ne comprends pas, celui qu'on a mis, je vais parler de 2 personnes qui sont membres de cette boîte-là. Oui, allez-y. Cette boîte à Pandore. Lorsque vous prenez celui-là qui l'incarne, qui incarne ce groupe de pépés gaffeurs. Modérez vos propositions. Non, je n'insulte pas. Le ministre ou l'ancien ministre Kondi Agba. Le professeur Charles Kondi Agba. Quel que soit l'attribut que vous voulez lui offrir, ou le coller. Il est professeur. Il a été, il y a quelques années, en 2011, il a été quoi? Au centre d'une malversation. Et je me rappelais qu'avec son ancien collègue, M. Mali, il était question de détournement de moustiquaires. Il accusait Mali, et M. Mali disait que c'est M. Agba Kondi. Mais je sais, et là, la Gazette va publier un document qu'il a reconnu. Nous allons le publier dans les jours à venir, ou dans les heures à venir. Ce type n'est pas un exemple de sagesse. Mais je peux comprendre, comme la paix, je viens de le dire, peut-être que le mot sagesse a une autre connotation. Lorsque vous prenez la composition et que vous prenez également monsieur, comment vous l'appelez, l'ancien Premier ministre Kwasi Kouché, mais c'est des gens qui ont trop gaffé. IDH, avec le détournement de l'argent du pauvre contribuable togolais, c'est-à-dire du paysan, c'est-à-dire de la couche. Aujourd'hui, les gens sont là à réclamer leur argent. Si nous étions dans un État sérieux dirigé par des gens qui ont à côté d'eux des personnes qui ont la même connotation du mot sagesse, je ne suis pas sûr que ceux-là constitueraient un groupe dans lequel ils seront, vous savez, leur place.
normalement c'est la prison. Je ne suis pas d'accord. Mais des fois, Voilà pourquoi je vous parle. Si des gens comme ça ont pu être membres d'un conglomérat qu'on appelle groupe des sages, c'est à quand le congrès des miliciens? il défend sa partie quand même, ces sages ou ces personnes qui composent bien sûr le mouvement des sages du Parti uni, ils ont assez d'expérience politique. Ils ont assez d'expérience, ils ont traversé l'histoire politique du Togo. Est-ce que c'est... Non mais... Donner pour faire des propositions. Ce ne sont pas de bons exemples. C'est ce que j'ai voulu dire. Si vous ne m'avez pas bien compris, ils ne sont pas de bons exemples parce que vous ne pouvez pas prendre un détourneur. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a fait mes basses sur l'argent des gens comme un modèle. C'est du vol, on l'appelle. Mais vous voulez prendre des voleurs comme étant des exemples, de bons exemples? En tout cas, c'est votre opinion. Mais à l'ouverture de ce congrès à Kara, le professeur Salkandi Agba, qui a été finalement élu le président ou le délégué national du mouvement des sages du UNIR, disait ceci: et s'ils avaient ces sages avec eux, leur comportement était tout autre, parlant bien sûr de l'opposition. Mais qu'est-ce donc la sagesse? La sagesse est définie comme la pleine connaissance, le parfait discernement des choses. Elle appartient par excellence à Dieu. C'est pourquoi le Verbe du Dieu vivant est appelé la sagesse incarnée. Nous avons connaissance également des grands sages du passé, Salomon de la Bible ou Suleiman, si vous préférez, et Socrate de la Grèce. Mais restons plus contemporains. La sagesse est le concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu qui montre de la conscience de soi, de la tempérance, de la prudence, de la sincérité et du discernement, le tout s'appuyant sur un savoir raisonné. Vous avez, disait-il, tout cela. Mesdames et messieurs, les sages unis, vous avez même plus. Et donc, c'est pour vous prouver que à l'unir, ils en ont plus. Ils ont assez de sagesse. Juste un mot. Oui. Excusez-moi. Que la régie m'excuse. Très rapidement. Excusez-moi, oui. Ça, là, c'est très rigolo. Ça, là, c'est ne pas avoir une crainte de Dieu. Parce que, justement, Salomon n'a pas été voleur. Moi, je suis chrétien catholique. Et moi, je veux ressembler à Salomon. Mais je ne veux pas voler. Salomon n'a jamais été détourneur de moustiquaires. Pardon. Merci à vous, Idelphonse Akpaki. Vous êtes donc le directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. Merci d'avoir accepté le débat de tous ces sujets qui animent la vie sociopolitique de notre pays, le Togo. Merci à vous. Eh bien, au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. Nous arrivons donc ainsi à la fin de Actu Débat de ce jour. Au revoir. Au micro, Eli Klingoka Dokanou, c'est bien moi. Et la technique a été assurée par Edel. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.